Il est 13 h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. Le programme Compact Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire, qui se donne pour objectif de contribuer à réduire la pauvreté et booster la croissance économique de la Côte d'Ivoire, entre dans sa phase opérationnelle. Une conférence de presse s'est tenue. Objectif de celle-ci, renseigner sur l'état d'avancement de ce programme en Côte d'Ivoire. Les élections législatives qui se tiendront le 6 mars prochain doivent se tenir dans un climat apaisé, loin de toute forme de tension et surtout dans le respect des droits de l'homme. C'est tout le sens du message véhiculé par la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéiou, aux populations de Divo, Lakota et Zikiso dans la région du Lodjibois. 7,4 millions d'électeurs nigériens sont appelés aux urnes ce dimanche pour choisir entre le candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, et l'ex-président Mahaman Ousmane. Les électeurs sont effectivement sortis ce matin pour accomplir leur devoir civique. Dans cette édition, un point à mi-journée du début de ce scrutin avec notre reporter Sidonie Davila qui se trouve en ce moment à Niamey, la capitale. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Le secteur privé joue indéniablement un rôle prépondérant dans la croissance économique de nos États et participe à l'épanouissement des populations. Le constat est clair. Les pays les plus développés et industrialisés au monde sont ceux qui ont bâti leur économie sur un secteur privé dynamique qui est, à n'en point douter, un puissant moteur de création de richesses et de lutte contre la pauvreté. Comment aider nos États à réussir le pari du développement et de l'industrialisation à travers un secteur privé performant et compétitif? Telle est la mission que s'est assignée la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, structure de référence mondiale en matière de genre et de développement, à travers la mise en œuvre d'un vaste programme de certification des entreprises appelé Label Genre et Compétitivité des entreprises, ici après dénommé Label GECE. Le label GECE entre dans sa phase de mise en œuvre à compter du mois de février 2021 et le mois de février, nous y sommes. Il y a quelques jours que ce label Genre et Compétitivité des entreprises a été lancé de façon plus approfondie. En quoi consiste-t-il? Qu'a-t-il de plus à offrir? Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau ce 13 h l'ex-ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant de 2015 à 2017, coordonnatrice nationale du programme des compendiums des compétences féminines de Côte d'Ivoire, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, conseillère spéciale du chef de l'État. Madame Euphrasie Yao, bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et je vous retrouve dans une trentaine de minutes. Mais avant, je vous invite à poursuivre le cours normal de ce journal. Tout de suite, sachez qu'une conférence de presse s'est tenue à la Maison de la Presse à Abidjan. Conférence de presse initiée par le programme Compact Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire. Un programme doté d'une enveloppe d'environ 289 milliards de francs CFA qui se donne pour objectif de contribuer à réduire la pauvreté et booster la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Ce programme entre dans sa phase opérationnelle. Objectif de cette conférence de presse, renseigner sur l'état d'avancement du programme Compact Millennium Challenge et Côte d'Ivoire. Les détails avec Dangui Dangui. Fruit d'un accord entre l'État ivoirien et le Millennium Challenge Corporation, un mécanisme américain d'aide aux pays en développement, le programme Compact pour la Côte d'Ivoire est entré dans sa phase opérationnelle et revendique un caractère structurant, a annoncé les responsables de ce programme lors d'une conférence de presse ce vendredi. On a déterminé s'il y a deux choses qu'on pourra se focaliser, qui peuvent avoir le plus grand impact dans l'économie en général. Quels sont ces deux secteurs? Et on a déterminé c'est le secteur d'éducation et c'est le secteur de transport. Le Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire, MCA Côte d'Ivoire, financé par le peuple américain à hauteur de 525 millions de dollars, soit près de 289 milliards de francs CFA sur 5 ans, devrait bénéficier à 11 millions de personnes. Entre autres objectifs du MCA Côte d'Ivoire, réaliser les projets Abidjan Transport et compétences pour l'employabilité et la productivité, malgré les facteurs limitants. Nous avons su réagir vite parce que dans ce programme, nous ne pouvons pas faire autrement. Nous avons un temps imparti pour tout réaliser et il s'agit en équipe de pouvoir tout de suite trouver des solutions. C'est aussi ça la gestion de projet. C'est aussi ça le laboratoire d'excellence que nous voulons être. Créé en 2017, le programme Millennium Challenge et Côte d'Ivoire, MCA Côte d'Ivoire, est entré en vigueur en 2019 et a déjà utilisé 8% de son financement. Identifier les filières et les métiers du numérique en vue d'en faire la promotion, c'est l'objectif que vise une étude réalisée sur le secteur du numérique et des métiers en Côte d'Ivoire. La restitution des travaux de cette étude a eu lieu au cours d'un atelier ouvert à Abidjan, dans la commune du Plateau. Eugène Atoubé nous en parle. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, les ministères techniques, le Bureau international du travail BIT
Les organisations patronales du secteur privé, les partenaires techniques et financiers sont les acteurs présents dans les locaux de la CGC, tous engagés pour la promotion des métiers liés au numérique. Le numérique, un secteur pourvoyeur d'emplois qui offre d'énormes opportunités et possibilités d'insertion socio-économique. Il y a une tendance très forte du poids du secteur numérique au niveau du système économique de la Côte d'Ivoire, qui entraîne automatiquement le développement d'une stratégie pour permettre aux jeunes de s'orienter vers ce nouveau métier en adaptant le système de formation pour permettre effectivement de réduire considérablement le chômage des jeunes. Le numérique peut déjà accélérer la façon de travailler, la modifier. Et aujourd'hui, même dans les zones rurales, il y a des personnes qui ont des portables et souvent des portables Android. Et donc, c'est vraiment de leur faciliter l'accès à l'usage de ces outils. Le numérique, objet de toutes les attentions et dont l'importance a été rappelée par le ministre Pascal Kwaku Abina en charge de l'emploi et de la protection sociale. Il a invité l'ensemble des acteurs à s'approprier les recommandations, rappelant également que le secteur de l'économie numérique est à la fois fort potentiel de création de richesses et niche d'emploi sur le marché du travail. Selon le PND, Plan national de développement 2017-2020, la croissance des emplois dans le secteur du numérique est l'une des plus performantes, avec plus de 71%. La société dans son ensemble aujourd'hui est dans une logique de basculement vers le numérique. Et pour que cela aille de l'avant, il faut que l'école qui forme se mette à niveau. Il faut que l'entreprise accepte de se transformer pour pouvoir continuer à vivre. Et il faut que les citoyens eux-mêmes se mettent également à niveau. Il y a des nouveaux métiers qui émergent et pour lesquels il existe de réelles opportunités. Aujourd'hui, on peut apprendre un métier dans le domaine du numérique sur une courte durée, en 6 mois ou en 12 mois, et renforcer son employabilité sur le marché du travail. L'étude sur le secteur de l'économie numérique et ses métiers en Côte d'Ivoire est une étude prospective. Elle s'inscrit dans le cadre de l'axe stratégique 4 de la politique nationale de l'emploi PNE 2016-2020 qui prévoit de renforcer l'employabilité des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap dans les secteurs émergents et pourvoyeurs d'emploi. Et sans une bonne santé, impossible d'atteindre les sommets et difficile de profiter de toute perspective de développement, raison pour laquelle il faut continuer de rester vigilant car la Covid-19 continue de sévir en Côte d'Ivoire. Le point à ce jour de l'évolution de la Covid-19 dans notre pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier, samedi 20 février 2021, 89 nouveaux cas de Covid-19 sur 3426 échantillons prélevés, soit 2,6% de cas positifs, 187 guéris et 0 décès. À la date du 20 février 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 31 914 cas confirmés, dont 30 243 personnes guéries, 185 décès et 1486 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 401 809. Les cas de contamination à la Covid-19, comme vous pouvez le voir, ne cessent de grimper. Les chiffres parlent. Du 1er au 18 février, les autorités sanitaires ont enregistré 3213 nouveaux cas positifs, des cas qui auraient pu être évités avec le respect des mesures barrières. Le virus, lui, progresse dans nos communautés, d'où cet énième appel du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à la responsabilité individuelle et collective dans cette lutte contre la maladie. Salimatou Dia. Du 1er au 9 février, 1676 nouveaux cas notifiés et 1538 de plus du 10 au 18 février, soit 3213 nouveaux cas positifs de Covid-19. Les chiffres ne sont toujours pas à une phase descendante. Le nombre de nouveaux cas reste élevé, même si le nombre moyen de cas par jour est passé de 186 à 171 entre les deux périodes. L'épidémie n'est pas encore dans une phase descendante, malgré le taux moyen de positivité qui est passé de 6,9 à 6%. Le nombre de décès est toujours aussi important, malgré tous les efforts faits par les services de prise en charge. Il est en hausse sur cette dernière période. Les décès concernent tous les types de patients avec ou sans comorbidité.
Le ministre invite à une prise de responsabilité individuelle et collective face à l'épidémie de Covid-19 à laquelle s'ajoute celle du virus Ebola en Guinée, pays frontalier du côté de l'Ouest. Pour réduire ce risque de propagation transfrontalière de la maladie à virus Ebola, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, après avoir réactivé le centre des opérations d'urgence de santé publique, a dépêché une équipe dans la région du Tonkui afin de faire l'évaluation de la situation. Les différents préfets de la région du Tonkui ont activé leur comité départemental de lutte contre les épidémies avec pour conséquence la réactivation des comités de vigilance sanitaire des villages des localités transfrontalières. Toutes les directions régionales de la santé et de l'hygiène publique, surtout dans les zones frontalières de Mans, de Guiglo, d'Odiéné et de San Pedro, ont été mises en mission afin de renforcer la surveillance à base communautaire pour la détection rapide des cas suspects de maladies à virus Ebola. Les mesures barrières déjà en vigueur dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 sont également valables pour la lutte contre Ebola. Et parlons à présent de cohésion sociale. Les élections législatives qui se tiendront le 6 mars prochain doivent se tenir dans un climat apaisé, loin de toute forme de tension et surtout dans le respect des droits de l'homme. Voici l'essence du message véhiculé par le secrétaire d'État chargé des droits de l'homme, Aimé Zébéyou, aux populations de Divo, Lakota et Zikiso dans la région du Lodjibois. Elle a entamé une tournée de sensibilisation dans cette région pour prévenir tout risque de tension durant ces élections. Le compte-rendu de Godefroy Okambawa. Nous, les mamans, on dit droit de l'homme. On ne sait même pas quel est notre droit. Comment on peut expliquer les droits à nos sœurs qu'on dirige? Pour la première étape de cette campagne de sensibilisation de masse pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans le Lodjibois, c'est la ville de Divo qui accueille Aimé Zébéyou. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme a rencontré leaders de jeunesse et de femmes pour échanger sur le rôle qu'ils doivent jouer avant, pendant et après les élections. Tous conscients que le dialogue doit être privilégié en cas de différend. Nous avons compris qu'en réalité, nous devons penser à notre avenir, à ne point nous impliquer dans une politique qui va nous détruire. Ainsi, je m'engage à échanger avec les jeunes de mon département pour qu'ensemble nous puissions penser à développer et non à détruire notre département. À Lakota et à Zigiso, les autres étapes de cette tournée dans la région du Lodjibois, la secrétaire d'État a expliqué que cette campagne de sensibilisation vise à contribuer au maintien d'un climat de paix et de respect des droits de l'homme. Le non-respect du droit de chacun qui est à la base des conflits. Pour ces élections législatives, ils ont pris l'engagement de respecter le droit de chacun et qu'il n'y aura pas de conflit. Et ce vivre ensemble-là ne peut se faire si nous avons des élections apaisées. Droits de l'homme et élections apaisées, c'est le thème central de cette campagne de sensibilisation. La secrétaire d'État a exhorté les populations à ne pas se laisser instrumentaliser par les politiques. Toutefois, les populations ont souhaité que des séances régulières de vulgarisation des droits de l'homme soient accordées aux femmes et aux jeunes. Godefroy Okambawa, et l'heure est au bilan du côté de la gendarmerie nationale. Le commandement supérieur de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire fait le bilan de ses activités de l'année 2020 et le plan d'action 2021. Réuni à Jacquesville, la haute hiérarchie de ce corps d'élite, a pendant 3 jours porté la réflexion sur les actions à mener pour l'année 2021 et déterminer les moyens pour l'atteinte effective des objectifs assignés. À l'issue des travaux, le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a exhorté ces hommes à encore plus d'efficacité sur le terrain à Boussanogo. Réuni à Jacquesville, le commandement supérieur de la gendarmerie nationale évalue ses actions et activités menées en 2020 et les perspectives pour 2021. Quant aux actions prioritaires pour l'année 2021, la mise à disposition et la vulgarisation de la doctrine d'emploi, du code et de la charte de déontologie de la gendarmerie nationale. L'accroissement des infrastructures de formation de la gendarmerie nationale, le renforcement de la police de proximité avec les populations. Cette recommandation est essentielle car elle va sous-tendre l'action de la gendarmerie pour cette année 2021 et elle se traduit par un concept, le concept du gendarme efficace et fraternel.
Invité spécial de ce séminaire de réflexion, le général de corps d'armée Gervais Kwasi, ancien commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Dans l'exercice de notre fonction, il nous faut faire montre d'une conscience professionnelle. Ça se traduit par la connaissance des choses, la maîtrise de ce que vous faites, l'exemple que vous devez donner. Avant de traduire, avant de projeter cet exemple, il faudrait absolument que sur vous-même, cette rigueur s'applique. Se félicitant de la tenue de ces assises de réflexion, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalotouré, a exhorté ces hommes à être efficaces. Nous devons enseigner le bon comportement, les bonnes manières à nos hommes. Nous devons terminer par ce qu'on appelle la théorie du contrôle social. Il faut donc contrôler les actions que nous menons nous-mêmes, donc l'autocontrôle, donc l'introspection, mais aussi contrôler nos hommes. Nous devons être efficaces. Et pour être efficaces, nous devons travailler dans cet esprit de rigueur, de droiture, de dignité. Cet esprit qui n'est autre que l'esprit républicain. Ce séminaire de réflexion qui a duré 3 jours s'inscrit dans le cadre des objectifs dévolus à la gendarmerie nationale pour la mise en œuvre du plan d'action prioritaire du gouvernement. Une remise de matériel de lutte contre la Covid-19 a meublé cette rencontre. Et parlons de sécurité, l'immigration irrégulière est toujours d'actualité en Côte d'Ivoire en dépit des nombreuses sensibilisations faites auprès des candidats à cette aventure périlleuse. À Bouaké, le comité départemental de lutte contre l'immigration irrégulière travaille toujours pour éradiquer le fléau. Pour soutenir ces initiatives, le comité bénéficie désormais du soutien de l'ONG AVSI, un soutien technique et financier pour une lutte efficace sur le terrain. Soro Corona. En dépit des nombreuses séances de sensibilisation mettant en relief les dangers que constituent le désert et la mer, les candidats à l'immigration irrégulière ne se découragent pas. À Daloa, Bouaké et Mankono, épicentre de cette aventure meurtrière, des comités de lutte contre l'immigration irrégulière sont installés. À Bouaké, le comité départemental a décidé de changer de fusil d'épaule. Le comité va désormais cibler les quartiers où résident les candidats à l'immigration irrégulière pour des sensibilisations de proximité. Annonce faite au cours de la première rencontre du comité au titre de l'année 2021. La migration irrégulière, c'est une réalité à Bouaké. Le comité mène des sensibilisations sur le terrain. Le comité mène des actions et le comité aussi est appuyé par des ONG qui aussi donnent de l'emploi, donnent des formations à ces jeunes en leur disant que on peut réussir en Afrique sans aller en Europe. Dans cette lutte contre l'immigration clandestine, le comité est soutenu par l'ONG AFSI, une organisation non gouvernementale spécialisée contre ce fléau. L'ONG va accompagner le comité en soutenant exactement les actions de sensibilisation. Une fois l'action est mise en œuvre, l'ONG va donner l'appui technique et l'appui financier pour que le membre du comité puisse réaliser dans la région de Bouaké les actions de sensibilisation. L'Organisation internationale pour les migrants établit le nombre de migrants décédés en mer à 3 179 en 2020, soit une baisse de près de 2000 morts par rapport aux 5 327 décès enregistrés en 2019. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'université de San Pedro ouvrira ses portes à la rentrée 2021-2022. Les travaux pour ce qui concerne la première tranche de l'ouvrage sont presque terminés. 3000 étudiants pourront ainsi étudier dans cette université ultramoderne à partir de la rentrée prochaine. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Adama Diawara, qui effectuait une visite de travail sur le site, se dit heureux de l'avancement des travaux de construction. C'est ce que nous rapporte Sam Kona. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, en visite de travail sur le site de construction de l'université de San Pedro. Accompagné du maire de la ville, du préfet des régions et du président du conseil d'administration d'Envol Partenariat, opérateur du projet, Adama Diawara a visité successivement les premiers bâtiments sortis des terres. Il s'agit des amphithéâtres de 250 et 500 places, de la présidence de l'université, du restaurant de 1500 places, des salles de travaux dirigés, du centre médical et des espaces sportifs.
Pour le ministre Adama Diawara, tout est presque fin prêt pour accueillir les 3000 premiers étudiants à la rentrée prochaine. Nous avons vu un chantier qui est très avancé. En tout cas, quand on regarde le programme qui est prévu dans la première phase de l'université qui doit accueillir 3000 apprenants, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. De visu, moi-même, je suis venu in situ, comme on dit, voir ce qui s'est réalisé. J'avoue que je suis agréablement surpris par ce qui a été fait et surtout par la qualité des matériaux qui ont été utilisés. Jusqu'en octobre 2021, tout sera prêt. Les travaux de construction de la bibliothèque, de la conciergerie du Kourou, des résidences universitaires et des résidences des enseignants, chercheurs et personnels de l'université qui viennent de démarrer ont été également visités par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avant la réunion technique. Cette promesse sera tenue, non seulement parce que c'est une promesse électorale du président de la République qui fait toujours ce qu'il dit, mais également ce projet tenait absolument à cœur à l'ancien Premier ministre, Feu Amadou Gon Coulibaly. En mémoire pour Amadou Gon Coulibaly, nous ferons tout pour que ce projet aboutisse. Justement, c'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a lancé les travaux de construction de cette université le 30 novembre 2018. Prévue pour être bâtie sur une superficie de 302 hectares, l'université de San Pedro accueillera à terme 20 000 étudiants qui suivront une formation en sciences de la mer, construction navale, agriculture, agro-industrie, bâtiments, travaux publics, logistique, tourisme et ressources halieutiques. Un mot de religion dans ce 13h. Les fidèles chrétiens catholiques du village de Niaprayo, dans le département de Guibérois, ont célébré le 3e anniversaire de leur sanctuaire marial. Les populations de la localité ont prié pour les autorités gouvernementales pour la paix et la cohésion sociale dans le pays. Autochtones et halogènes de Niaprayo se disent prêts à œuvrer ensemble pour la cohésion sociale dans la région du Go. Jean-Marc Djadji. C'est dans une ambiance de joie que les chrétiens catholiques du village de Niaprayo célèbrent, au rythme du terroir, les 3 ans d'existence du sanctuaire marial Notre-Dame de Fidélité. Les communautés chrétiennes des villages environnants n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Un moment pour Colette Belou-Lakpé, la fondatrice de cet édifice religieux, pour glorifier Dieu et la Vierge Marie. Le père Anselme Dogbo, dans son homélie sur le Magnificat, a imploré Dieu pour les autorités gouvernementales et la paix en Côte d'Ivoire. Que sa puissance brûle nos cœurs. Du même amour que la Vierge Marie, intimement participé avec elle. Et avec votre élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Le sanctuaire marial Notre-Dame de Fidélité de Niaprayo a été inauguré en février 2018 en présence de tous les officiels du département de Guibérois et de la région du Go. Et parlons à présent de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les commissions nationales des frontières de la Côte d'Ivoire et celle du Burkina Faso ont organisé le vendredi dernier à l'auditorium de la primature au plateau l'installation de la commission mixte paritaire de matérialisation de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. La commission est chargée de conduire à terme le processus de réalisation de la frontière commune au compte des 2 États. Ce qu'il faut également savoir, c'est que cette initiative des gouvernements ivoiriens et burkinabais s'inscrit dans le cadre d'un accord-cadre signé le 24 juin 1993 à Abidjan. Jean-Marc Djadji nous en parle. Et ils sont au nombre de 10 par pays. Ces experts ivoiriens et burkinabés installés dans la commission mixte paritaire de matérialisation CMPM. Spécialistes en coopération transfrontalière, ils auront la lourde tâche de démarrer les travaux et de conduire à terme le processus de réalisation de la frontière commune pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Cette activité de démarcation des frontières, démarcation physique, est précédée d'enquêtes de terrain, de recherche documentaire, d'analyse des documents cartographiques. Et à partir de ce moment-là, les experts s'entendront pour définir les coordonnées. Et à partir des coordonnées, maintenant, il y a des activités de sensibilisation des populations sur le terrain. Les ministres ivoiriens et burkinabés en charge des questions de frontières encouragent les membres de cette commission et se disent prêts à renforcer la sécurité et à régler pacifiquement les conflits liés aux frontières. La frontière, donc, peut constituer une source de tension et de conflit entre États si elle n'est pas définie
et accepté de tous. Ce risque est davantage plus prégnant dans le contexte africain. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous rappeler l'importance de la haute mission que nos deux pays vous confient dans un contexte sécuritaire préoccupant. Et aussi à un moment où les hautes autorités ivoiriennes et burkinabées déploient beaucoup d'efforts pour combattre tous les périls d'où qu'ils viennent, en vue d'assurer et garantir la sécurité de leur population. L'installation de la commission mixte paritaire de matérialisation des frontières Côte d'Ivoire-Burkina répond à la mise en œuvre du protocole d'accord signé le 30 juillet 2014 à Ouagadougou entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Direction à présent le Niger. Le peuple nigérien est dans l'attente d'une transition démocratique. 7,4 millions d'électeurs nigériens sont appelés aux urnes ce dimanche pour choisir entre le candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, et l'ex-président Mahamat Ousmane. Les électeurs sont effectivement sortis pour accomplir leur devoir civique. Le scrutin démarre timidement, mais dans le calme. C'est ce que nous dit Sidonie Davila, envoyée spéciale dans le pays. Les Nigériens à nouveau aux urnes pour élire leur président. À Niamey, dans le centre CEG Garba Djibo, les plus matinaux ont déjà accompli leur devoir civique. J'ai des obligations à faire, c'est pourquoi je suis venu tôt pour m'acquitter de mon devoir civique et puis retourner dans les autres opérations. Ce vote a démarré dans l'ensemble à Niamey entre 8h30 et 9h avec beaucoup moins d'engouement dans la matinée qu'au premier tour. Le matériel électoral déployé dans les bureaux de vote est au complet selon les agents de la CENI, le personnel aussi. Nous avons débuté d'abord à 8h13. Voilà, tous les matériels étaient présents par la grâce. On a commencé si tôt. Concernant les membres de certains les délégués, eux tous ne sont pas présents. D'autres sont, des fois, ils viennent en retard. Voilà. Concernant aussi les membres du bureau, tout le monde est présent. Cette élection se déroule dans le calme et la sérénité, notent également les votants. J'ai voté et je demande à tout le monde de venir voter comme j'ai voté. Et ça s'est bien passé. Ça se déroule très bien. Dans le strict respect des mesures barrières contre la pandémie à coronavirus. Quant aux mesures sécuritaires, assurance a été donnée aux populations par le président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, à la veille de ce scrutin. Nous avons un devoir exceptionnel, celui de faire en sorte que ces élections se déroulent sans contestation, que ces élections soient le mieux organisées possible, que les partis politiques comprennent bien que toutes les règles du jeu ont été appliquées et que nous leur offrons une opportunité d'une compétition saine. Plus de 6000 observateurs internationaux et nationaux sillonnent les centres et bureaux de vote. Ils tâchent de renforcer la crédibilité du scrutin. 26 000 bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 7,4 millions d'électeurs nigériens ce dimanche. Ce second tour oppose Mohamed Bazoum du PNDS Tahara à Mahamat Ousmane du RDR Tchanga. Ces deux candidats ont déjà accompli leur devoir civique dans la matinée. Si le premier a décidé de voter ici à Niamey, au centre-ville, le second, lui, Mahamat Ousmane, a lui décidé de voter dans sa région, à Zender. Sidonie Davila et Ulrika Dangon, nos envoyés spéciaux au Niger, que nous retrouverons certainement pour d'autres points concernant l'évolution de ce scrutin. Et voici venu l'instant magazine de ce journal et nous retrouvons notre invité du jour, Euphrasie Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, conseillère spéciale du chef de l'État. Justement, avant d'aborder la question principale de nos échanges, quelle est la mission assignée à la chaire UNESCO? La chaire UNESCO, d'abord, en tant que structure, a eu pour objectif de travailler dans le domaine de l'eau, du genre, il faut que je précise, des sciences naturelles, des sciences exactes. Et la mission essentielle en matière de genre, puisque c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est de promouvoir l'approche genre en tant qu'outil de diagnostic, d'analyse et d'orientation des décisions pour tout problème de développement, qu'on soit au niveau de l'État ou au niveau d'une société ou d'une entreprise. La deuxième mission, c'est d'agir comme un intégrateur de solutions. Je dis toujours aux personnes conformes, c'est comme l'outil informatique.
quand tu as besoin de Word, quand tu as besoin de tests, tu prends le Word. Quand tu as besoin de chiffres, tu prends. C'est comme ça que la chaire agit. Et finalement, la dernière mission, c'est le renforcement des capacités, les indicateurs à mettre en place pour aider chaque structure à être plus performante. Alors, la raison de votre présence est sur ce plateau, renseigner nos téléspectateurs sur les avantages offerts par le label Genre et compétitivité des entreprises en abrégé GCE. En quoi consiste ce label? Ce label, comme vous avez dit, genre et compétitivité. C'est-à-dire prendre deux notions essentielles, le genre en tant qu'approche d'analyse, de diagnostic pour aider à être performant ou bien développé. Et puis la compétitivité, c'est ce qui intéresse les entrepreneurs. Un entrepreneur, d'abord, c'est de lui présenter ce qui peut l'aider à avoir une productivité importante. Et donc, les deux notions ensemble pour pouvoir aider les entreprises. Donc, on a commencé à penser aux entreprises parce qu'on s'est dit que les entreprises, ce sont les moteurs de croissance. Nous avons travaillé pendant près de 30 ans avec l'État, nos États et l'État d'Afrique et du monde, puisque une chaire UNESCO, c'est d'abord une structure mondiale qui a été octroyée à l'UNESCO, à un pays, à travers la connaissance d'un individu. Dans notre cas, c'est la titulaire. Alors, nous aidons chaque structure. Donc, dans le cas du label Genre, c'est pour aider surtout les entreprises à pouvoir être plus performantes. Et possible, ce sont donc uniquement les entreprises? Oui, les entreprises privées, bien sûr, et les entreprises publiques. Vous savez qu'on a commencé à travailler déjà avec les partenaires au développement, avec l'État la dernière fois à la rencontre. Il y a plusieurs personnes qu'on avait accompagnées qui ont témoigné de ce qu'ils ont reçu, en matière de genre, à faire lever la patte au sein de leurs entreprises. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas aller vers les entreprises pour leur proposer tout ce que nous avons comme système, comme formation, comme structuration pour les aider à être plus performantes. J'avoue aussi qu'il y a des entreprises qui sont venues vers nous, qui nous ont demandé, mais les partenaires au développement exigent que nous prenions en compte les questions de genre et d'environnement. Or, c'est ce que votre chère UNESCO fait. Mais Madame la ministre, on se rend compte que le genre, ce n'est pas seulement la femme, ce n'est même pas la femme, ce ne sont pas les enfants. On se rend compte que, il me disait quoi, c'est une science. J'ai dit, vous avez tout compris. C'est qu'on peut aller vers les entreprises. Alors, comment a été conçu ce label? Sur la base de quoi? Comment a-t-il été bâti? Voilà, j'avoue que c'est depuis 2016, quand j'étais ministre, j'ai eu beaucoup de contacts avec des entreprises, des personnes, et j'ai commencé à méditer sur cette question. Ça fait 5 ans. Mais je ne savais pas comment y arriver, parce que la chaire toute seule ne peut pas bâtir un label. Et puis en 2018, j'ai été en contact avec une structure qu'on appelle BNA, Bureau Normes Audit. Ils sont spécialisés, ils sont certifiés même, ils m'ont dit ISO 17021 pour créer des labels. Donc quand on s'est retrouvés ensemble, avec ce que nous souhaitons, avec leurs mécanismes, eux ils savent les exigences, qu'est-ce qu'il faut pour créer un label, ils nous ont accompagnés et avec BNA, on a lancé ce label à la Chambre de commerce et d'industrie qui nous ont vraiment accompagné aussi cette structure et c'est fait. Et justement, ce label a été lancé il y a quelques jours dans la commune du Plateau, une cérémonie de lancement qui a vu la participation de plusieurs acteurs clés du secteur privé. Témoin de cette cérémonie de lancement, notre reporter Patricia Oumou. Etia, voyant tout cela en images. Première femme titulaire d'une chaire UNESCO en Côte d'Ivoire, intitulée Chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Avec plus de 30 années d'expérience sur les questions de genre et de développement, Euphrasie Kwasi Yao indique que la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision a bâti le label genre et compétitivité des entreprises. Ce label s'appuie sur l'approche genre et performance, une méthodologie et stratégie pour renforcer la productivité interne des entreprises et leur notoriété. Aussi, ce label accompagne le secteur privé dans la dynamique et la performance. Le genre est totalement intégré au niveau de la représentation, surtout au niveau de la FAO. Parce que pour la FAO, il faut impliquer les populations, il faut impliquer tout le monde et ça doit être inclusif. Et donc, pour que ce soit inclusif, il faudrait qu'il y ait des outils. Et donc, ce sont ces outils-là qui sont utilisés pour faire cette intégration. Le label est basé sur les meilleures pratiques internationales en la matière, tout en intégrant les particularités du genre propres à la Côte d'Ivoire. L'objectif est d'enclencher une démarche d'égalité du genre dans notre pays, d'initier des échanges de bonnes pratiques et une démarche volontaire et participative afin de susciter un levier de compétitivité et de progrès dans le secteur privé.
Alors, Madame Frasiaou, en plus de ce qui a été rapporté dans cet élément de Patricia Omoetia, quel autre bénéfice pour une entreprise, justement, de porter la marque, si vous voulez, la certification de ce label? D'accord. Vous savez que les entreprises, elles sont très concrètes parce qu'elles sont pour les bénéfices. Je voulais juste parler de la dame qui a fait l'interview tout à l'heure. Oui, qui est intervenue tout à l'heure. Oui, c'est une dame simplement, ça je le dis, qui est venue s'inscrire, qui voulait connaître l'approche genre pour sa structure qui était la FAO, elle a dit tout à l'heure. Et quand on l'a formée, au 6e mois, elle a commencé à renforcer la productivité de sa structure. Et son patron lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je suis en train de me former. Le patron est venu payer pour la dame parce qu'elle a commencé à donner le meilleur d'elle-même. L'impact positif. C'est-à-dire l'impact positif. Déjà même, elle a ressenti ce qu'elle avait de meilleur en elle à donner à son entreprise. Là, c'est clair. Elle me disait la dernière fois, parce qu'elle a témoigné, que tout ce qui vient, on lui demande son avis. Parce qu'elle a l'outil, elle a le secret de ce genre, de cette approche-là qu'on appelle genre et développement. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? On a parlé de productivité interne. Oui. D'abord, quand vous formez le personnel de votre entreprise qui devient plus motivé, qui connaît des stratégies à partir de la répartition des rôles de chacun, de vous et moi, à partir des besoins pratiques et stratégiques de chaque personne de votre entreprise, à partir du changement du paradigme. Comme il y a quelqu'un qui a dit là-bas, une dame qui a dit, c'est 370 degrés quand on finit d'être formé en genre. Mais c'est votre INIA de richesse que d'hommes. Il y a un économiste qui l'a dit. Donc déjà, ça va renforcer votre productivité interne. Vous n'avez pas besoin de parler. Vous n'avez pas besoin de parler parce que la personne est déjà motivée. Donc la structure est motivée. Deuxième élément, l'inclusion. Vous savez, quand on est dans une société où on n'est pas à l'aise, il faut le dire, qu'il n'y a pas d'inclusion, qu'il n'y a pas d'opportunité à s'exprimer, même quand on a les compétences, on ne peut pas les exprimer. Comme vous voyez, notre logo dit, voilà. Très coloré d'ailleurs. C'est le milieu qui compte. C'est-à-dire, qu'est-ce que celui qui est bleu, celui qui est rose, qu'est-ce qu'il peut apporter à mon entreprise? Donc, l'inclusion, ça fait 2. Une fusion des compétences également. Une fusion des compétences pour donner ce qu'il y a de meilleur. Deuxième élément, au niveau de la productivité externe, vous savez qu'aujourd'hui, la clientèle, c'est quand même les populations. Les populations sont engagées, elles sont pour des causes. Quand vous commencez à avoir ce label, ces populations vont vous identifier en tant que structure. Vous allez avoir une clientèle plus importante parce que vous êtes en train non seulement de vous renforcer, mais de partir pour une cause. Donc, il y a aussi la notoriété qui se fait. Il y a aussi la responsabilité sociétale des entreprises. Les entreprises sont d'accord avec nous que souvent, elles ont envie de faire des choses pour les populations en termes de responsabilité sociétale. Mais est-ce que ce que ces entreprises donnent aux populations, est-ce qu'il y a un impact réel? Nous avons là encore des outils pour les aider à avoir l'impact réel, donc à avoir des clients, comme je dis, ou des clients plus motivés. Et la dernière chose que je vais dire, c'est ce que les entreprises même m'ont dit. Il y a des partenaires qui demandent forcément que vous preniez en compte cette notion ou alors les questions environnementales pour qu'on vous finance. Mais il me dit, mais Madame la ministre, en fait, je me rends compte que ce n'est pas une affaire de femmes, c'est une affaire de stratégie, c'est une science. J'ai dit, il est l'heure d'aller vers les entreprises pour ne pas que quelqu'un se lève parce que je suis une femme, je fais le leadership féminin, je dois forcément, l'entreprise va forcément s'élever. Il y a toute une stratégie que nous avons mis dans nos exigences avec la BNA et tous nos partenaires qui nous accompagnent, SACRI, la Chambre du commerce, je vous ai dit les entreprises privées, publiques, par exemple la CGRAE, la CNPS. On est dans un processus depuis longtemps. Et parlons justement de science. Il y a un volet formation, j'aimerais qu'on s'y attarde un peu. D'accord. Que vous formez les entreprises, vous les accompagnez, mais que renferme ce volet formation en tant que tel? Le volet formation, on ne commence pas, quand on rentre dans une entreprise, on ne commence pas par le volet formation. D'accord. Parce que par quoi est-ce que vous commencez alors? On commence par, on va dire quoi, un diagnostic. D'accord. Nous, dans notre jargon, on parle d'audit genre. Pour voir... Sur une période bien déterminée? Oui, sur une période... Je vais vous dire en même temps. La labellisation ira certainement, je passe sous le contrôle de ceux qui nous accompagnent dans ce processus BNA, de 6 mois à 18 mois. C'est-à-dire, on ne vient pas vous dire, voilà, comptez le nombre de femmes et d'hommes et puis vous avez réussi. Ce n'est pas évident. Donc, on fait notre diagnostic, on regarde, on fait l'audit, on regarde les difficultés que vous avez, comment est-ce que vous utilisez vos ressources humaines, vos ressources productives et tout. Et puis, on fait le point avec vous. Quand on a fini, on met en place la politique, le plan d'action, les indicateurs. Et puis, on vous donne maintenant les exigences. Ça, c'est nous seuls qui savons. Parce que celui qui veut créer son label, il sait quelles exigences il attend. On vous
forme sur les exigences d'abord. Et puis vous êtes d'accord. Et puis ensuite, on envoie une maison de certification. Ce n'est pas nous qui certifions. Nous avons le label. Nous faisons la formation à travers des... si vous voulez... on va demander à certaines personnes, des experts accrédités, pour aider à accompagner ces entreprises ou même des sociétés accréditées. On est en train de voir. Mais c'est un organisme de certification qui va venir regarder pour voir si vous avez respecté ces exigences. Et quand vous avez le label, là, la notoriété commence. Là, vous-même, vous voyez la productivité. Voilà un peu le processus que nous voulons. D'accord. Alors, en quoi consiste votre approche? Ce sont les entreprises qui viennent à vous ou c'est vous qui allez vers les entreprises? Comment ça se passe? Dans un premier temps, comme on a travaillé avec l'État, hein, vous nous connaissez, avec plusieurs États au niveau du monde, on a eu les meilleurs programmes africains au niveau mondial. Nous, on a pensé aux entreprises. Mais le déclic est venu des entreprises elles-mêmes. Quand elles ont commencé à nous dire, mais vraiment ce que vous faites, on ne connaît pas. On avait l'impression que c'était les femmes, mais nous aussi, nous avons besoin de cela. Je vois un peu le DG de Sacri, Nabil, qui me disait, il faut qu'on rentre vers les entreprises. Il faut qu'on aille, le Millennium Challenge Corporation est intéressé par la question. Et donc, nous avons dit, voilà. Mais ça fait 3 ans que nous avons commencé. Donc, nous allons vers les entreprises. Nous disons, voilà ce que nous avons à vous proposer. Et comme beaucoup d'entreprises, le jour du lancement, étaient très intéressés, j'en profite, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire était représentée à un haut niveau. La CGC était représentée à un haut niveau. La Fédération ivoirienne des PME était là. Donc, on va faire une programmation, c'est ce que je voulais dire aux entreprises. On leur a donné une fiche, ils ont rempli, et il y en a qui ont dit, il y a des entreprises qui ont dit, nous voulons commencer en 2021, tout de suite. Il y en a qui ont dit 2022, 2023, 2024. On va analyser toutes ces fiches-là. Et aujourd'hui, s'il y a des entreprises qui nous entendent, qui ont envie, même les petites entreprises, je me rappelle ce monsieur qui gère un restaurant, qui a dit, mais maman, comment ça se passe? Parce que moi, je veux le label. J'ai besoin d'une clientèle engagée. Il faut que les gens sachent que je suis avec les questions de paix, de justice, les questions de développement, de renforcement des compétences et tout ça. Et j'allais justement en parler parce que le label, il est récent, mais vous enregistrez déjà des intentions. Oui, on a beaucoup d'intentions. La dernière fois... La liste est longue? On a eu une 60aine d'entreprises, mais ce n'est pas tout le monde. Vous savez, les entreprises veulent comprendre et moi, j'aime beaucoup ça. Il y en a qui ont dit, je cherche à mieux comprendre. Il y en a qui ont dit, je veux commencer en 2021. Il y en a encore qui ont dit, 2022, je suis sur la liste. Donc, on va programmer, surtout pour que toutes les entreprises qui désirent se faire labelliser soient avec nous dans la course. Mais ce que je demande, c'est surtout qu'il faut avoir la compétence. C'est un métier. Le genre, c'est une compétence. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on connaît le genre. Ça aussi, on a eu trop de méconnaissances. D'accord. Alors, je tiens également à préciser que, puisque nous parlons de genre, il ne faut surtout pas faire de confusion dans ce type de configuration. À quoi renvoie la question du genre? Parce qu'on a vite fait de réduire ce terme, voilà, à ce que l'on sait de sa définition commune, le genre, la promotion des femmes et tout. Dans ce contexte-là, il n'en est rien. Non. Comme j'ai commencé par dire, le genre, ce n'est pas la femme. D'accord. Ce n'est pas l'homme. Ce ne sont pas les personnes handicapées. Ce ne sont pas les pauvres, ce ne sont pas les enfants. Parce que tout ça, les gens mettent dans le genre. Le genre, retenez simplement que c'est une approche, vous voyez, non, une approche de développement, une stratégie, on va dire simplement, une manière de faire. Mais le résultat, c'est d'avoir une approche inclusive qui relève les compétences et les talents de chacun, qui développe soit votre pays ou votre entreprise, parce qu'en matière de genre, on va rentrer avec genre et, comme je dis, compétitivité. On va aller avec genre et développement. Et justement, on ne saurait vous avoir sur ce plateau sans faire allusion justement à la question de la promotion du genre. Vous qui avez piloté, n'est-ce pas, le projet du Compédium des compétences féminines, nous sommes pratiquement au terme de notre échange. Alors, aujourd'hui, si on vous demandait de porter un regard sur l'évolution de ce dossier, est-ce qu'on a beaucoup avancé sur cette question en Côte d'Ivoire? Le dossier des compétences, c'est ça? Oui, bien sûr. Oui. Moi, je pense que le Compédium, je ne parle pas déjà de tout ce qu'on a été au niveau africain et mondial, meilleur programme, un programme sexy, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, on a pu créer un environnement favorable au développement des compétences des femmes. Vous voyez, pourquoi on a fait ça? Le genre est une stratégie. On a vu qu'il y avait des inégalités entre les hommes et les femmes. Frappons sur les femmes, permettons-leur de renforcer leurs capacités et dans leurs entreprises, elles seront
productive. Le pays a donc beaucoup avancé sur la question. Alors, dernière question rapidement. Oui. Les législatives, c'est pour bientôt. Je vous donne pêle-mêle quelques chiffres sur la représentativité des femmes à des postes politiques ou électifs. 29 femmes députées sur 226 hommes. 8 sénatrices élues sur 58 hommes. Assurément, vous aimeriez voir ces chiffres évoluer, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Plus de femmes à des postes politiques? Plus de femmes à des postes politiques, à des postes économiques au niveau des entreprises. Vous savez que c'est mon combat. Parce que déjà, j'avais vu en tant qu'expert qu'il y avait des inégalités. Mais il faut que toutes ces stratégies soient prises en compte. Et puis vous savez aussi, les chiffres sont améliorés. Voilà. Merci à vous, Madame Euphrasie Yao, d'avoir été avec nous. Alors, je rappelle que Madame Euphrasie Yao est la première et seule femme titulaire d'une chaire UNESCO en Côte d'Ivoire et qu'elle a à son actif plus d'une trentaine d'années d'expérience professionnelle sur la question de genre et de développement. Madame Euphrasie Yao, qui était notre invitée dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 21 février 2021, avec laquelle nous avons parlé du label genre et compétitivité des entreprises, dont la mission est de contribuer à la politique nationale de renforcement de la performance et de la compétitivité du secteur privé. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.